Ce monsieur est le PDG de Label Média, plus SASU, qui est la société éditrice de Label TV, Sunu Label et Label Radio. Mactar Sylla, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un universitaire, docteur ès lettres, angliciste, juriste, communicateur. Il cumule 43 ans d'expérience. Bon, je pense que pour les jeunes qui sont dans la salle, la plupart n'étaient pas encore nés quand M. Sylla commençait. 43 ans d'expérience, dont 33 de leadership et de direction générale nationale et internationale, publique et privée. Je vais citer entre autres TV5 Afrique, RTS, qui est la radio-télévision sénégalaise, la STV, qui est Spectrum Television au Cameroun, World Space, Africa Online, Performance Group et j'en passe. Il est membre de Vinay Luchman MBC, administrateur du Club des investisseurs sénégalais. Mactar Sylla est également fondateur et propriétaire du groupe Label Média Plus, qui comporte Label TV, Sunu Label TV, Label Radio. C'est un auteur multimédia, membre de la SCAM, qui est la société des acteurs du multimédia, et de la SGDL, la société des gens de lettres. Expert consultant international, membre du comité exécutif de l'Union africaine des radiodiffusions, auteur de 2 ouvrages, donc Le paria du village planétaire et le pluralisme télévisuel en Afrique de l'Ouest. Je m'arrête là parce qu'on passerait beaucoup de temps si on voulait être exhaustif sur la biographie de ce grand homme au parcours hors pair. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir à ce pupitre M. Mactar Sylla pour la conférence inaugurale de la 12e édition des ASCOM. Assalamu alaikum. Bonjour. Good morning, ladies and gentlemen. All protocols observed. Je voudrais vous saluer chacune, chacun en vos noms, prénoms comme on le fait au Sénégal, et titres. Je voudrais saluer la présence ici de beaucoup d'amis, mais également de son Excellence, M. Paul Benoît Sarr, ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, qui fut mon étudiant. Donc, tout à fait fier de lui, il vient de présenter ses lettres de créance il y a quelques semaines. Un jeune brillant, qui est un peu un modèle de ce que nous appelons aujourd'hui les talents. Les talents sont multiples, certes, mais je pense que le point de départ, c'est l'Afrique. L'Afrique, continent aux potentialités extraordinaires, pas besoin d'épiloguer outre mesure. Aujourd'hui, la majorité des ressources de ce monde, quelles qu'elles soient, se retrouvent sur ce continent. Mais je crois, et je le dis très souvent, au-delà des richesses naturelles, la richesse principale, c'est le capital humain. Du point de vue démographique, un continent où 70 à 77% de la population a 35 ans et moins, qui fait que mes amis de la Deutsche Welle en Allemagne font le 77%, comme vous voyez certainement, qui est un programme qui s'adresse effectivement à ces jeunes de l'Afrique. Quand on est dans un continent où 70 à 77% de la population a 35 ans et moins, le challenge, il est énorme. Il est énorme parce que le grand défi aujourd'hui de notre continent, c'est le défi transformationnel, où le continent doit avoir aujourd'hui des ressources humaines qui répondent à ses véritables besoins. Des gens comme moi, nous sommes allés faire Hippocagne, suivant les traces de Pompidou, de Jean-Paul Sartre, etc., de faire de la philosophie. Aujourd'hui, je me sens tout à fait déconnecté et dépassé, parce qu'aujourd'hui, ce type de formation ne correspond pas forcément de latiniste, aller faire le grec, tout ça. Sans doute, ça ouvre l'esprit, mais ça ne correspond pas aux besoins et aux challenges de notre continent. Quand on parle de talent, on pense à des aptitudes, à des dispositions, à la fois intellectuelles, physiques, naturelles ou acquises, naturelles et acquises aussi quelquefois. Mais on pense très souvent, lorsqu'on parle de talent, on pense surtout peut-être au monde sportif. On pense au monde de la culture.
Et à ce titre, je voudrais donner peut-être l'exemple d'Angélique Kidjo, 5 fois Grammy, qui vient de passer parmi les 35 personnalités qui vont être sur le Hollywood Walk of Fame. Donc, ce boulevard de la gloire de la capitale du cinéma américain, où elle aura son nom à partir de 2026, une étoile gravée dans le marbre et dans le dallage de cette ville, à côté d'autres illustres figures de la culture, du cinéma, de la créativité. On pense également, je le dis quelquefois aussi, à certaines figures politiques illustres. On pense à quelques hommes qui ont réussi. Quand on parle de l'Afrique, très souvent, c'est le nom de Dangote qui revient. Donc, tous ces gens, effectivement, qui ont pignon sur rue. Qui ont pignon sur rue parce qu'il y a les médias qui sont là. Il y a la communication, il y a le marketing qui les vend. Et à côté de ça, il y a tous ces gens qui aujourd'hui sont des talents, mais des talents invisibles. Des gens dont personne ne parle, qui sont dans nos sociétés, qui sont certainement dans cette salle, qui sont dans les salles de classe, etc., dont personne ne parle, et qui ont un véritable, ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques. C'est le mécanicien qui est dans votre quartier, qui n'a jamais fait le banc. Vous amenez votre voiture chez peu importe quel concessionnaire qui ne le réparera pas, mais ce jeune, qui ne sait peut-être même pas écrire son nom en français, va vous le réparer en quelques heures. Le talent, c'est cela aussi. Donc, dans nos secteurs qui est véritablement celui des médias de la communication, je pense qu'il est essentiel que l'approche soit changée et qu'on se rende compte que les médias sont un secteur à plus-value considérable. Ce n'est pas comme lorsqu'on a une boulangerie ou lorsqu'on vend, je ne sais pas, des cacahuètes ou de la savonnette. Sa rentabilité, elle est politique, elle est sociologique. Mais également, elle est économique. Parce que c'est un levier, et je pense, Bruxelles le disait tout à l'heure, c'est un levier qui permet de structurer et d'accompagner d'autres secteurs. C'est un catalyseur. Et très souvent, cela n'est pas perçu, surtout dans nos pays où, effectivement, on les utilise. Le quatrième pouvoir n'est qu'une utopie. On les utilise, voilà, une fois qu'on a fini. Je n'ose pas dire que c'est comme le Kleenex que l'on jette après, mais sans leur donner véritablement toute leur place et tout ce qu'il convient de faire. La communication, elle est importante parce qu'elle permet effectivement d'accompagner tous les autres secteurs. L'épisode de la Covid ou du Covid, comme vous voudrez, c'est pas, on a voulu donner un genre, en est une illustration. L'éducation a continué. Les gens ont pu avoir les réflexes nécessaires parce qu'il y a eu des radios, des télévisions qui ont accompagné tout le processus, effectivement, de sensibilisation. Mais pour arriver véritablement à jouer pleinement notre rôle, il faut mettre un accent tout à fait particulier sur la formation. Et quand on parle de la formation, au-delà, j'allais dire, des diplômes académiques, des titres, moi, tout le monde m'appelle McNarcy là, je vais en Allemagne, Herr Doctor, Herr Professeur. Le plus important, ce ne sont pas ces titres en tant que tels. Et donc, il faut véritablement, je pense, qu'on arrive à renforcer les capacités des jeunes Africains qui aujourd'hui sont dans tous les secteurs. Et j'ai beaucoup d'exemples que je donnerai hors médias qui montrent effectivement l'importance de la formation, de la consolidation de ce capital humain, capable de relever des défis, capable de comprendre ce monde, capable d'anticiper, d'innover, d'inspirer, d'accompagner et d'aider les autres à gravir. Donc, j'ai eu le privilège pendant 2 années, et ça s'est clôturé le 1er juillet dernier, de présider le comité scientifique des assises des médias du Sénégal, où de nombreuses recommandations ont été faites, notamment en termes de nouveaux curricula qui intègrent des innovations comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est pas, j'allais dire, une sorte de baguette de Merlin l'Enchanteur, mais qu'il nous faut adapter à partir de certaines valeurs éthiques, mais également de nos préoccupations et de nos besoins en tant que tels. Il y a aujourd'hui, effectivement, je pense, ce besoin de structurer un peu tout ce milieu qu'on appelle le milieu de l'audiovisuel, le milieu des médias en Afrique, parce qu'également, il faut le dire et le reconnaître, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à voir dans le métier, mais parce que, voilà, il suffit de savoir parler, ou d'avoir une belle frimousse et d'être à l'antenne, de venir de dire tout n'importe quoi.
Au niveau du Sénégal, nous avons le phénomène, et ça dans certains autres pays, qu'on appelle des chroniqueurs. Moi, je les appelle des tautologues, qui parlent de tout, qui ont science infuse en tout, qui jugent tout le monde. Un médecin viendra, ils vont le contredire, ainsi de suite, et qui aujourd'hui font le buzz grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes ces nouvelles technologies qui effectivement permettent aujourd'hui à chacun, là où il est, dans cette salle, partout ailleurs, avec un simple smartphone, d'être un producteur de contenu. Donc, il est véritablement important du point de vue de la consolidation de ce secteur qui est un secteur essentiel, qui est un impulseur, qui est un catalyseur, de veiller à la formation et à l'émergence de talents. Les talents, il y en a beaucoup. Et c'est pourquoi, moi, quand je dansais mon groupe il y a 7 ans, à partir du Gabon, c'était de fédérer tout ce qu'il y avait comme excellence dans ce domaine aujourd'hui en Afrique. À partir de l'expérience de TV5, je me suis dit, ce que TV5 a pu faire au niveau occidental de la francophonie, nous, Africains, avons la capacité de le faire. Imaginez aujourd'hui, est-ce qu'avec tous les sportifs que nous avons dans le monde entier, pourquoi l'Afrique tarde à avoir sa chaîne sportive? Avec tous les artistes que nous avons, les musiciens, les gens de culture, etc., pourquoi nous tardons à avoir notre chaîne culturelle dans toutes les langues? Parce qu'une fois que la question de la langue ne se pose plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. De la même manière qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont fait le pari d'aller à l'assaut de ce qu'on appelle les homo sapiens, les 7-8 milliards d'homo sapiens, que nous allions à l'assaut de ces homo sapiens, mais également de ce que j'appelle les homo numericus du 21e et du 22e siècle. Pour cela, effectivement, il faut que nous changions nos curricula. Il faut que nous ayons des politiques académiques et pédagogiques qui correspondent aux besoins de nos pays. Nous pouvons prendre plusieurs secteurs, le secteur du pétrole. Ce matin, en venant, j'écoutais le directeur de l'Institut national du pétrole et du gaz du Sénégal, qui expliquait que dans le secteur du pétrole et du gaz, il y a 1000 métiers sur la chaîne de valeur. Dans notre domaine, nous, du marketing, de la communication, c'est des centaines et des centaines de métiers qui y sont. Donc, je dis qu'aujourd'hui, il faut que dans les écoles de formation, nous puissions d'abord répertorier toutes ces structures de formation qui existent en Afrique, les normaliser, les standardiser, les évaluer de manière permanente pour effectivement avoir une véritable stratégie qui permette de consolider les acquis, mais de nous ouvrir et d'anticiper sur l'avenir. Aujourd'hui, j'ai parlé tantôt des assises, ce que nous avons fait, nous nous sommes projetés sur les 25 prochaines années, parce que des études existent. Il est démontré dans les études de l'UNESCO et tout un ensemble de paramètres que nous avons, que ce secteur dans lequel nous sommes peut générer, rien que dans le cinéma, d'ici 2050, plus de 20 milliards de dollars et plus de 2 millions d'emplois. Donc, ce sont des secteurs qui sont absolument porteurs et sur lesquels, de la même manière que des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Corée du Sud, etc., se positionnent, il est possible aujourd'hui de positionner des jeunes Africains. Et c'est le pari également qui a été pris au Sénégal avec le New Deal technologique, qui permettra de former 500 experts par an, 5000 experts par an d'ici 2035, et au bout du compte, d'avoir environ 100 000 personnes dans le numérique, spécialisées, etc., avec tout un plan et ses déclinaisons. L'un également des challenges, lorsque l'on parle de talent, de consolidation, toutes ces choses-là, c'est d'avoir le cadre réglementaire, le cadre juridique, l'environnement global, de la même manière qu'il y a un environnement des affaires, pour que l'on sache qui fait quoi, comment, etc. Mais cela se fait dans un processus inclusif, où tous les acteurs, toutes les parties prenantes sont non seulement identifiées, mais prises en compte. Je fais partie des gens qui aujourd'hui croient fondamentalement à l'Afrique. Et je voudrais également saluer tous les amis que j'ai ici depuis très longtemps, de Nicadis, de Youssouf Dira, Georges Abouké, qui a été le directeur général de mon groupe, vous connaissez tout son parcours, ce qu'il a fait pour la musique, pour le Zoulou ici, des gens comme Patéo, etc., au niveau de la culture, de la mode, etc. Et véritablement, je pense que si on y arrive avec une structuration des médias, du secteur du marketing, on peut faire de la communication avec un grand C et de la culture avec un grand C un formidable levier qui contribue au PIB. Aujourd'hui, tous ces domaines, à part le Nigeria, avec Nollywood, qui contribue pour le PIB nigérien en 2023 autour de 2,2%, c'est moins de 1%, ou à peine 1% que les industries créatives et culturelles contribuent dans le PIB. Il est possible de l'augmenter de manière tout à fait sensible si le cadre réglementaire est pris
si les curricula nécessaires sont faits, si nous arrivions à avoir un répertoire, non seulement des instituts qui forment, etc., mais des compétences qui forment. Et quand on parle de formation, ce n'est pas les universitaires comme nous sommes, là, avec nos titres de doctorat, tout ça, de professeur. Aujourd'hui, la formation, la nouvelle gouvernance universitaire et académique, ce sont des gens qui sont des gens d'expérience, qui ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont des talents et qui, par leur expérience, peuvent apporter beaucoup plus que quelqu'un qui a fait 2, 3, 4 agrégations et qui n'a pas pratiqué un certain nombre de choses. Donc, nous devons être effectivement, j'allais dire, le creuset de ce monde de convergence, de ce monde de dialogue, de ce monde de compétitivité, de ce monde d'excellence, mais de ce monde qui également a pleine conscience de ses capacités pour aujourd'hui inspirer cette jeunesse qui est là aujourd'hui dans cette salle, qui est aujourd'hui également dans la plupart de nos pays, qui est cette majorité, pour que ces jeunes soient conscients qu'aujourd'hui, la chose la mieux partagée dans le monde, c'est l'intelligence. Vous avez des facilités que nous n'avions pas, l'Internet, Google, etc., etc., des outils d'innovation, des outils de structuration qui permettent effectivement, lorsqu'on y met le cœur, lorsqu'on y met la patience, d'y arriver. Mais également, le conseil, et une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est de dire que, c'est vrai, quand on voit les parcours, ouais, tel nombre d'années, tout, ouais, c'est pas un parcours sur un long fleuve tranquille, comme dirait Sénèque ou d'autres philosophes. Ce sont des succès, ce sont des échecs, ce sont des leçons apprises, c'est du benchmark, c'est des best practices, que tout cela, effectivement, j'allais dire, on l'absorbe et on en fait un levier qui nous permet d'accéder à des cimes beaucoup plus hautes. Donc, je ne sais pas quel est le timing, mais je suis tout à fait disposé à échanger avec vous, mais je ne saurais terminer sans remercier Russell. Et non seulement le remercier, mais surtout appeler à l'accompagner. Il faut que les Africains apprennent à accompagner les Africains qui veulent émerger. Si aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre qui s'appelait, je ne sais pas, Vandendorf ou je ne sais pas quoi, qui a le bon temps, qui organisait des choses comme ça, les gens le soutiendraient. Il faut le soutenir. Merci à ceux qui le soutiennent déjà, mais il faut le soutenir fortement. L'Afrique a besoin de modèles. L'Afrique a besoin d'événements structurants. L'Afrique est aujourd'hui le continent qui est aujourd'hui du présent et de l'avenir. Donc, quand il y a des gens qui se battent, c'est la première fois que je le rencontre physiquement. C'est la première fois, aujourd'hui, à l'instant. Je n'ai pas hésité un seul instant. Parce que des gens qui se battent, des gens qui construisent, etc., où qu'ils soient, on a des frontières qui sont des frontières qui sont tout à fait tenues, et que, bon, elles sont là, on en tient compte et tout. Mais c'est des valeurs partagées, des visions communes, des ambitions partagées, des ambitions communes qui font qu'on doit se fédérer, qu'on doit se rapprocher les uns des autres. Bravo pour tout ce que tu fais et courage. En tout cas, moi, je continuerai à t'accompagner au-delà de ces éléments ponctuels. Donc, je vous remercie et je suis à votre disposition.